merci d'être venus si nombreux, hein. C'est bien d'avoir aussi une salle pleine pour écouter les bêtises que je vais vous raconter pendant 1 heure. Alors j'ai noté quelques petites choses que je voulais vous dire avant. Alors donc j'ai 1 heure pour vous présenter le référencement, donc c'est très court, hein. Ça va être assez condensé. J'ai souvent tendance à dire qu'il faut 2 jours pour avoir une bonne vision de ce qu'est le référencement. Donc on va avoir une vision un petit peu plus condensée du sujet. Au niveau des questions, s'il est possible de prendre plutôt les questions à la fin, ce sera mieux, tout simplement parce que c'est plus facile de s'organiser, parce que si on prend des questions au milieu, ben, du coup, ça risque de traîner en longueur après. Et 1 heure étant assez court, je préfère essayer de me concentrer sur cette heure de discours, entre guillemets, et donc après prendre à la fin les questions, donc essayer de les noter pour les prendre à la fin. Je vais utiliser des slides. C'est des slides sur un PDF ou un PowerPoint, donc vous aurez la possibilité de les télécharger, vous recevrez un mail dans les jours qui viennent. Vous allez voir, c'est assez dense, hein. Il y a pas mal de choses, j'ai une 50aine de slides, j'ai essayé de résumer au minimum, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc c'est pas la peine de tout noter, vous aurez la possibilité donc de télécharger le support de présentation dans les jours qui viennent lorsque vous recevrez le mail. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Le référencement, c'est simple. Un message que j'essaie de faire passer. C'est souvent présenté comme quelque chose d'assez compliqué. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Le problème du référencement, c'est que c'est un ensemble de règles et de méthodologies, et que des règles et des méthodologies, il y en a beaucoup. Et en fait, c'est plus la problématique du référencement, c'est plus le fait qu'il y a beaucoup de choses à intégrer, d'où le fait que c'est assez difficile à condenser en 1 heure. Mais en soi, chaque règle n'est pas obligatoirement très compliquée. Bien sûr, ça peut être très technique, ça peut être très complexe dans certains cas, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour bien comprendre les fondamentaux du référencement, on n'a pas besoin d'être un développeur, d'être un technicien, etc. Et c'est un peu le message aussi que je voudrais faire passer ce soir au travers d'une présentation que je voudrais la plus simple possible. Alors on m'a dit qu'il n'y avait pas obligatoirement des spécialistes du référencement dans la salle ce soir. A priori, on m'a dit que c'était plutôt des gens qui n'avaient pas trop de connaissance du sujet. Donc j'ai essayé de faire une présentation qui soit la plus simple possible et surtout la plus pratique possible. L'idée, c'est que vous partiez ce soir avec une espèce de cahier des charges ou une trousse à outils pour pouvoir vérifier si vous avez un site web, essayer de voir est-ce qu'il est bien optimisé, est-ce qu'il est bien fait, et qu'est-ce que j'ai à faire surtout sur mon site pour que ça aille mieux dans les jours qui viennent, pour être plus présent sur Google. Voilà pour cette petite introduction. Alors, je voulais me présenter, donc je m'appelle Olivier Andrieux, hein, c'est moi en haut à gauche. Je suis basé à Heiligenstein, je pense que vous connaissez tous Heiligenstein. C'est un petit village de 1000 habitants qui est situé sur la route du vin en Alsace, en France. Donc j'ai commencé, vous connaissez peut-être pas le Minitel. Si, le Minitel, ça vous parle? Si, ça va. C'est une spécialité très française, le Minitel, hein. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le Minitel dans une autre vie, dans le paléolithique inférieur. Et donc au début des années 90, je suis passé finalement assez naturellement sur Internet, avec le web qui est arrivé au début de ces années 90. Donc j'ai commencé à travailler sur Internet en 1993 et je me suis mis à mon compte. En 1996, le 1er avril 1996, en créant ma société Abondance. Tout simplement parce qu'à l'époque, il fallait être bien classé dans les annuaires et que les annuaires classaient leurs résultats par ordre alphabétique. Donc voilà, il fallait trouver un nom de société qui commence par A ou AB, c'était encore mieux. Voilà pour Abondance. Donc il n'y a pas de rapport avec le fromage, avec la vache, avec la corne, ce type de choses. Mon métier, donc depuis 20 ans maintenant que j'exerce ce métier de référencement, c'est d'essayer d'expliquer à mes clients comment ils peuvent faire pour être eux-mêmes bien référencés. Donc moi, je n'ai pas un travail d'agence, je ne fais pas le référencement à la place de mes clients, j'explique à mes clients ce qu'ils doivent faire pour faire eux-mêmes leur référencement. Donc ça passe par du conseil, ça passe par des audits de sites, ça passe par des formations, des conférences comme aujourd'hui, des livres, donc voilà, des plus ou moins gros. Il y a des versions light, des versions épaisses avec réussir son référencement web, des DVD, des guides de PDF, le site abondance.com, une lettre professionnelle, enfin bon, plein de choses.
C'est un métier absolument passionnant que j'exerce depuis 20 ans avec joie et plaisir. Pas toujours facile et pas toujours simple parce que on dépend de Google et que Google c'est de plus en plus complexe à comprendre. Mais voilà, j'essaie de faire passer aussi cette passion au travers des conférences que je propose un petit peu partout. Voilà donc pour cette présentation. Hop. Alors, on va commencer. Donc, je voulais vous présenter Google. Puisque Google, aujourd'hui, enfin, quand on parle de référencement, quand on parle de moteur de recherche, il n'y a que Google, hein, clairement. Moi, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure. Donc, c'est un moteur de recherche qui a été créé en 1998, en septembre 1998. Google fait ses recherches parmi, alors c'est un chiffre qu'il a donné dans une conférence une fois, parmi 60 000 milliards de pages web. À peu près la taille du web aujourd'hui, 60 000 milliards. Bon, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. L'important, c'est qu'il est vôtre là-dedans. Chaque jour dans le monde, Google traite 3,3 milliards de requêtes. Donc, une requête, c'est quelqu'un qui fait une recherche sur Google. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Hein. C'est une machine absolument extraordinaire, Google. Enfin, moi, je suis très très fan de la technique qu'il y a derrière, parce que c'est assez fabuleux. 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015, voilà, petite société, petite PME. Et grosso modo, selon les pays, 95% du marché des moteurs de recherche en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Sont aussi entre 93 et 96% du marché. Donc, voilà, il n'y a pas de concurrence, c'est un marché hégémonique au niveau de Google. Il y a encore quelques pays qui résistent encore et toujours, mais comme la République tchèque, où il y a un moteur spécifique. La Russie aussi est un marché un peu spécifique avec un moteur qui s'appelle Yandex. Mais en Europe, en fait, à part ces îlots un peu différents, Google est présent partout de façon très très large. Donc lorsqu'on fait du référencement, lorsqu'on essaie d'obtenir une visibilité sur les moteurs de recherche, c'est sur Google qu'on le fait. Je connais personne qui fait du référencement sur Bing. Par exemple, Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft, qui est à peu près le seul concurrent de Google aujourd'hui en Europe. Et aux États-Unis, il est beaucoup plus concurrent. Il a 30% de part de marché aux États-Unis, donc là, c'est autre chose. Mais personne ne fait du référencement sur Bing en Europe. Il n'y a que Google. Donc je ne vais vous parler que de Google ce soir. Alors comment ça fonctionne Google? Finalement, le système de fonctionnement de Google, il est assez simple. Hein. Il utilise un petit outil qui s'appelle un agent, on appelle ça des spiders, des crawlers, une espèce de petite araignée en fait qui va parcourir le web, qui s'appelle Googlebot, le robot de Google. Et c'est un petit logiciel en fait qui va simuler un internaute fou. C'est un internaute fou qui va cliquer sur tous les liens qu'il trouve, et chaque fois qu'il arrive sur une page web, il l'envoie à Google pour traitement. Donc, par exemple, il va arriver sur votre page d'accueil, il va cliquer sur tous les liens de votre page d'accueil. Ça peut être un lien vers une page interne, ça peut être un lien vers un autre site. Bref, il clique partout, et à chaque fois qu'il trouve une page, il l'envoie à Google. Donc, il parcourt et il l'envoie à Google. Google, une fois qu'il récupère toutes ces pages, il va en faire ce qu'on appelle un index. En fait, un index, c'est une copie locale du web. Donc l'idée de Google, c'est de copier le web à un instant T chez lui. Et une fois qu'il a le web chez lui, en local, il va faire ses recherches à l'intérieur de ces milliers de milliards de pages. Donc Googlebot, il va venir chercher vos pages, il va les envoyer à Google, et après, Google, il va les traiter, il va faire ses recherches à l'intérieur de cet index. Finalement, c'est assez simple. Bon. Google crawl 20 milliards de sites par jour quand même. Donc, enfin, crawl, c'est-à-dire explore 20 milliards de sites par jour. C'est quand même une belle bête. Le fonctionnement de Google, comment ça marche? C'est encore plus simple. Hein. Je vais sur Google, je tape une requête, hôtel Sierre. Bon, très bien. Google, du coup, il a son index, il a sa copie locale du web. Donc, il va chercher dans les milliers de milliards de pages celles qui répondent à la requête. Il en trouve ici 482 000. En 0,39 secondes quand même, il y a quand même de la machine derrière. Et puis il va les lister au travers d'une formule de classement, on appelle ça l'algorithme. L'algorithme de Google, c'est le système qui va faire en sorte que, en fonction des mots que vous avez tapés, il va donner un résultat. Ce qu'on appelle les liens bleus. Les liens bleus, ce sont les liens de référencement naturel sur lesquels on va cliquer pour aller sur un site. Voilà. En soi, c'est simple. Un peu plus compliqué derrière la machinerie, mais en soi, c'est assez simple. Dans une page de résultats Google, on appelle ça, des fois on entend le mot de SERP. SERP, c'est Search Engine Result Page.
page de résultats du moteur de recherche, donc SERP, une SERP. Une SERP, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans les SERP, j'ai simplifié au maximum. Il y a la publicité, ici, donc quand il y a le petit picto annonce ici, le petit picto vert, avant il était orange-jaune, maintenant il est passé au vert. Ça, c'est de la pub. Donc ça, c'est la publicité, ça s'appelle AdWords, et donc c'est ce qu'on appelle le SEA, Search Engine Advertising, la publicité sur les moteurs de recherche. Lorsqu'il n'y a pas le petit picto, annonce, ad en anglais, à ce moment-là, on est dans le référencement naturel, ce qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Moi, mon métier, c'est le SEO, clairement. Je fais pas de SEO, de publicité. C'est un autre métier aujourd'hui. Hein. Le web se différencie, il y a tout un tas de métiers différents. Il y a des gens qui font de la publicité, de la gestion de campagnes AdWords, etc. Moi, je suis entièrement spécialisé sur le SEO. Donc, il n'y a pas globalement d'interaction entre les deux. On pourrait en reparler parce que, bon, enfin, voilà, a priori, il n'y a pas d'interaction entre les deux. On pourrait, enfin, il y a de gros débats là-dessus. Mais officiellement, il n'y a pas d'interaction entre la publicité et les résultats de recherche. Donc, l'idée, mais les deux sont complémentaires, je vais y venir aussi. L'idée, c'est que vous pouvez être soit dans la pub, soit dans les résultats naturels. Alors, juste un petit mot donc, sur la publicité, SEA. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple que le SEO, que le référencement naturel. C'est un système qui est basé sur les enchères. Donc, vous ouvrez un compte AdWords, vous dites, voilà, je veux être présent sur telle requête. Google va vous dire, ben, pour telle requête, ça va coûter tant. Est-ce que vous renchérissez? Quel est le prix que vous voulez mettre sur cette requête? Ensuite, le coût, ça vous coûtera uniquement quand le lien sera cliqué. Donc si vous dites, voilà, ça commence je crois à 5 centimes d'euros, donc à peu près la même chose en francs suisses, vous dites, on va prendre une enchère à 1 franc suisse, pour faire plus simple, sur la requête hôtel Sierre, par exemple. Ben, vous mettez une enchère à 1 franc suisse, imaginons que c'est la plus forte enchère, vous êtes premier. Si quelqu'un tape hôtel Sierre et que votre lien, votre publicité sort, si l'internaute ne clique pas, vous ne payez rien. Vous avez une visibilité, mais ça ne vous coûte rien. Si l'internaute clique, ça va vous coûter le coût de l'enchère, qui sera partagé entre Google et l'annonceur. Enfin, l'annonceur va payer, et c'est Google qui va encaisser. Donc, des publicités, il y en a jusqu'à 4 en haut. Il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 1, il peut y en avoir jusqu'à 4. Il peut y en avoir aussi en bas de page. Avant, il y avait des publicités sur la droite de la page de résultats, mais ça n'existe plus. Google les a supprimées il y a quelques semaines. Donc, par contre, il n'y en avait que 3 avant, en haut de page. Maintenant, il est passé à 4. Ça lui rapporte beaucoup plus d'argent. Voilà, on ne paye que quand le lien est cliqué. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un certain nombre de garanties, puisque plus vous payez et plus vous avez la garantie d'être bien classé. Il y a d'autres critères aussi, comme la qualité de la page, le taux de clic, etc. Mais enfin, en gros, si vous ne mettez pas les pépettes, hein, vous n'êtes pas bien classé. Donc, à un moment donné, c'est toujours l'enchère qui va être importante. Ça a des avantages. Par exemple, vous avez certaines garanties. Imaginons que vous avez un salon pendant une semaine et vous voulez être en première page de Google sur une requête pendant la semaine du salon. Là, vous payez, et vous êtes sûr, quelque part, si vous payez assez, vous êtes sûr d'être présent au niveau événementiel, par exemple. Si vous n'arrivez pas à être présent en référencement naturel sur certaines requêtes, vous pouvez payer pour être présent en référencement de type AdWords. Ce n'est pas du référencement, mais enfin, bon, en publicité de type AdWords. Bon, voilà, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça peut vite monter en budget. Hein. Il y a des requêtes pour lesquelles le clic est à 50 euros, 60 euros. Donc 50 francs suisses, 60 francs suisses. Hein. Bon, le clic, hein, chaque fois que quelqu'un clique. Bon, ça peut quand même monter assez vite. Ou ça peut vous cramer votre budget en 10 secondes, parce qu'on peut dire aussi, je ne mets que 200 francs suisses par jour, par exemple. Bon, à 50 francs suisses le clic, hein, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Ça va assez vite. Bon, mais il y a des garanties. Ça peut être intéressant aussi. J'aurais tendance à dire que les deux sont complémentaires, publicité et référencement naturel. Je pense vraiment que pour un site, le référencement naturel, donc le SEO, est totalement obligatoire, on ne peut pas passer à côté.
j'aurais tendance à dire que le SIA va être complémentaire et d'un certain facultatif, et puis va essayer de combler les trous de SEO avec du SIA. Bon, vous avez bien compris que je ne suis pas un grand fan du SIA, d'AdWords. Non, mais le SEO, c'est gratuit. Pourquoi on irait payer, franchement? Bref. Google, en référencement naturel. Lorsqu'on parle de référencement naturel, Google, c'est quoi? C'est 200 critères de pertinence. C'est très complexe. Hein. Les critères de pertinence, c'est je tape hôtel Sierre. Qu'est-ce qui fait qu'un site est premier? Qu'est-ce qui fait qu'il est deuxième, qu'il est troisième, etc. Google, il a 200 critères pour déterminer cette pertinence et le classement qu'il va fournir à l'internaute. L'algorithme, donc la formule de classement, connaît plus de 1000 modifications par an. Chaque jour, il y a 3 modifications à peu près en moyenne de l'algo, du système de classement. Donc c'est vraiment des systèmes qui bougent beaucoup, qui sont assez mutants. Donc c'est une grosse machinerie. Aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des réseaux de neurones, c'est de l'apprentissage automatique, c'est de la sémantique. Il faut suivre. Hein. Quand on fait notre métier, quand on nous explique des trucs, c'est devenu beaucoup plus complexe qu'avant. Avant, je donne quelques exemples ici, au début des années 90, quand on faisait du référencement sur les moteurs de l'époque, Lycos, AltaVista, WebCrawler, etc., c'était la page qui avait le plus de fois le mot qui était première. Voilà, donc hôtel Sierre, on mettait 50 fois hôtel Sierre dans la page, en haut, en bas, en gras, en clignotant, en souligné, en italique, en machin, enfin en titre, etc. Et puis hop, ça marchait. Bon, aujourd'hui, ça marche plus du tout, ça marche plus du tout comme ça, c'est devenu beaucoup plus complexe. En 96, AltaVista est arrivé, puis lui, il lisait une balise meta keyword, une balise mots-clés en fait. On mettait des mots-clés dans la page de façon un peu transparente, et puis les moteurs lisaient ça. Bon, tout ça, c'est terminé. Google ne lit plus. Google ne lit pas cette balise, donc elle ne sert plus à rien du tout. On ne fait pas du référencement avec ça aujourd'hui. J'en parle quand même parce que je vois encore aujourd'hui des gens qui remplissent la balise mots-clés dans leur page. C'est totalement inutile. Faites-vous des colliers avec si vous voulez, mais c'est à peu près tout la seule utilité du truc. Un point que je voulais évoquer aussi, parce que ça me semble important, c'est la répartition du trafic. En gros, vous avez un site web, vous avez du trafic, j'espère, enfin, c'est le but en tout cas, d'avoir du trafic sur son site. Et il y a plusieurs sources de trafic lorsqu'on a un site web. Alors ici, on a quoi? On a en bleu. En bleu, c'est les moteurs de recherche. Donc en gros, Google. Après, on a en vert, alors qu'est-ce qui est marqué? En vert, c'est direct, c'est-à-dire c'est les internautes qui tapent l'adresse www.votresite.ch dans le navigateur, trafic direct. Ils viennent directement sur votre site. En rouge, c'est les liens. Donc des liens, votre site, il existe, il y a d'autres sites qui font des liens vers lui. Il y a des internautes qui trouvent un lien, qui pointe vers votre site, ils cliquent sur le lien, ils viennent voir votre site. Ici. Et puis, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Periscope, etc. etc. L'idée, c'est de ne pas dépasser 50% du trafic qui vient de Google. C'est vraiment un point sur lequel j'insiste, parce que on ne peut pas. Enfin, il faut essayer d'être le plus indépendant ou le moins dépendant possible de Google. Parce que Google, c'est un système qu'on ne maîtrise pas. J'ai des clients qui ont 80% de leur trafic qui vient de Google. Pour moi, c'est du suicide numérique. Si le jour où ils perdent le trafic Google, pour tout un tas de raisons, et j'ai des dizaines d'exemples de sites qui ont perdu le trafic Google, je pourrais vous donner des dizaines de raisons. Le jour où ils perdent ce trafic, ils perdent 80% de leur trafic, c'est-à-dire ils mettent la clé sous la porte. Donc on ne peut pas devenir dépendant d'un acteur comme Google, qui d'ailleurs peut-être sera un jour votre concurrent. C'est certainement d'ailleurs la vision à long terme de Google, c'est de devenir un peu le concurrent de tout le monde et de maîtriser le web et le monde. Donc voilà, l'idée, c'est ça, ce sont des statistiques qui sont données avec des outils de mesure d'audience, comme Analytics, un outil Google. Donc essayez de ne jamais dépasser les 50% de trafic Google, en vous disant, peut-être que si un jour je perds le trafic Google pour des raisons X ou Y, j'aurai encore 50% de trafic et ça me permet de vivre. Donc, et puis, il reste du travail à faire à côté, donc bien sûr. Bon, on ne va parler que du trafic Google ce soir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres voies. J'en profite d'ailleurs rapidement, je parlais des réseaux sociaux.
J'en profite aussi peut-être pour tuer un mythe. Les réseaux sociaux n'ont aucun impact sur les résultats Google. Ni Facebook, ni Twitter, ni Google, ni Google+, c'est quand même incroyable, ni Periscope, ni LinkedIn, ni Viadeo, enfin bref, aucun réseau social ne vous donnera la possibilité de voir vos résultats monter dans les résultats Google, de voir vos liens monter dans les résultats Google, ou descendre. Voilà. On entend tellement de choses là-dessus. S'il y a des questions tout à l'heure, peut-être j'y répondrai. Donc ne devenez pas dépendant du trafic Google, hein, c'est important. Essayez de diversifier le plus possible vos sources de trafic. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont une très bonne diversification. Si Facebook, Twitter et Google+, ne vous aident pas à être mieux classés pour Google, ça vous aide à générer du trafic et donc à devenir moins dépendant du moteur de recherche. Et ça, par contre, c'est une très bonne chose. Donc essayez d'obtenir des liens, j'y reviendrai parce que les liens c'est quelque chose de très important en référencement, donc obtenez des liens depuis d'autres sites, ça va générer du trafic, des liens que les gens vont cliquer, que les internautes vont cliquer, le bouche à oreille bien sûr, des articles dans la presse locale, enfin c'est quelques exemples, des petites cartes de visite, hein, je vois souvent des restaurants ou des hôtels, lorsqu'ils sentent qu'un client est content, hop, ils leur donnent une petite carte de visite avec l'adresse du site, et puis n'oubliez pas de laisser un avis sur TripAdvisor ou autre, voilà, c'est ce type de choses, hein, tout simplement, ou tout simplement vos cartes de visite professionnelles. Les offices de tourisme, les chambres de commerce, les annuaires professionnels, les vrais annuaires professionnels, hein, ceux que les gens consultent, hein, parce qu'il existe aussi des annuaires qui sont créés que pour le référencement, ça c'est des trucs totalement à éviter aujourd'hui, donc des vrais annuaires professionnels qui génèrent du trafic, ça peut être intéressant. Et puis donc TripAdvisor, Booking Hotel pour la partie plus touristique, etc. L'idée c'est d'être original, de ne pas penser que Google. C'est vraiment un point très très important et franchement je vis ça au quotidien. Quand je vois un site qui est dépendant de Google, moi ça me fait mal parce que tout simplement si un jour Google décide de tuer ce site, ben, il le fait en 30 secondes. Même une seconde, il suffit d'appuyer sur un bouton et de désindexer le site et de le virer de Google. Et j'ai quelques exemples de ce type-là. Voilà, donc je ne voulais pas vous faire peur, hein, mais ne soyez pas dépendant de Google. Hein, c'est vraiment, Google est une pieuvre, une espèce de Big Brother qui a quand même vocation à être maître du monde quelque part. Hein, donc, voilà, on peut se poser quelques questions. Google n'est pas votre ami, voilà, c'est important. Pas le mien non plus. Hein. Alors, voilà, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait cette introduction, comment être visible sur Google ? C'est un vrai point. Je vais peut-être faire un petit sondage. Qui a un site web dans la salle? Bon, ça va, on peut dire que c'est une majorité hein, de personnes. Alors vous avez un site web, donc, on part de ce postulat. Et puis vous voulez être présent en référencement naturel sur Google. Alors, c'est là que les ennuis commencent, j'ai envie de dire. Non, c'est là que voilà, il y a un certain nombre de choses à mettre en place sur votre site. Alors, pour présenter le référencement, je m'excuse pour la photo du moule un peu pixelisé, pour parler du référencement, je parle souvent d'une analogie, je pars d'une analogie sur la recette de gâteau, quand on fait des gâteaux. Et franchement, j'ai vraiment, depuis le temps que je fais du référencement, j'ai vraiment l'impression de faire du gâteau tout le temps. Ça tombe bien, je suis assez gourmand. Gâteau au chocolat, bien sûr, je suis en Suisse. Donc le référencement du gâteau, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon gâteau? Il faut un moule de qualité, bien sûr. Hein. On ne peut pas faire un gâteau sans moule. Hein. Enfin, moi, je ne vois pas comment on peut faire. Donc un moule, si possible, de qualité. Il faut des bons ingrédients pour les mélanger et les mettre dans le moule. Et puis, on va les mettre dans le four. Pas pour tous les gâteaux, mais pour un certain nombre de gâteaux, le four sera intéressant pour faire mijoter tout ça. En fait, le référencement, c'est la même chose. Les ingrédients, c'est le texte. On va le voir, on va en parler, c'est important. On dit que les moteurs sont des obsédés textuels. Donc Google ne lit que le texte de vos pages. Donc s'il n'y a pas de texte dans vos pages, Google n'arrivera pas à analyser le contenu de ce que vous voulez dire à l'internaute. J'en profite parce que je ne voudrais pas l'oublier. Google a dit dernièrement que le moteur de recherche, dans son analyse, avait la capacité d'intelligence d'un enfant de 4 ans à l'heure actuelle. Alors c'est à la fois bien, parce que bon, c'est quand même pas rien hein, d'avoir la capacité d'intelligence d'un enfant de 4 ans. En même temps, ça reste un enfant de 4 ans. Donc il va falloir parler
à Google, exactement comme on parlerait à un internaute. Hein. C'est une des règles du référencement. Google est vu comme un internaute et Google va lire sur votre site la même chose que ce que va lire l'internaute. On ne cache pas, il n'y a pas de zone cachée pour Google, il n'y a pas de zone un peu à droite, à gauche, invisible, non. Google est un internaute. Google est un internaute de 4 ans. Voilà. Donc, ce que vous allez montrer à l'internaute, vous allez le montrer à Google. Donc, il va peut-être falloir utiliser des mots simples pour expliquer les concepts que vous voulez faire passer. Donc, le contenu textuel, on va en parler, bien sûr, on va développer ça. Ce sont les ingrédients. Donc les ingrédients de qualité, hein, comme un gâteau, plus les ingrédients sont de qualité, et meilleur est le gâteau. Ce sera la même chose pour le référencement. Le moule, c'est la partie technique. C'est la façon dont le site est réalisé, conçu. Le code HTML, les URL, tout ce qui est technique. Voilà, il y en a 700 pages là. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a les fondamentaux et puis il y a les choses qui sont arrivées au fur et à mesure depuis quelques années. Les fondamentaux eux-mêmes du référencement existent depuis 10 ou 15 ans. Hein. C'est assez stable dans le temps. Le problème du référencement, c'est qu'on ajoute beaucoup de choses, mais on arrête très peu de choses. Donc on charge la mule en fait au fur et à mesure des années. Donc là, la partie conception du site est extrêmement est totalement obligatoire. Il est obligatoire que le site soit conçu pour être réactif par rapport aux critères de pertinence de Google. Là, on a les deux points obligatoires. Du texte de qualité, dans une quantité suffisante, on va voir, et un site qui est créé selon un certain nombre de règles, qui sont les règles finalement qui permettent à Google de comprendre ce qu'il y a dans vos pages. Ensuite, il y a les liens. Donc, ce qui va faire mijoter le gâteau, ce qui va donner de la popularité à vos pages et à votre site, ce sont les liens que les autres sites font vers vos pages. Donc, pour Google, un lien est un vote. Donc, lorsque vous avez votre site, lorsque notre site fait un lien, il vote pour vous. Et plus ce site est populaire, plus il va transmettre de popularité. On appelle ça le jus dans le métier. Il va transmettre du jus à votre page ou à votre site, donc il va transmettre de la popularité. Plus vous avez de liens depuis des sites populaires, plus vous montez à popularité, donc meilleur est votre classement sur Google. C'est la partie la plus complexe, la plus chronophage, d'obtenir des liens de qualité. Donc c'est pour ça qu'on va en parler également tout à l'heure. Ici, on a en fait le triptyque du référencement. En soi, c'est pas très compliqué. Le référencement, c'est juste du temps, souvent. Ça peut coûter 0 € ou 0 francs suisses. C'est plutôt du temps. Dans l'échelle du temps, le premier truc à faire, c'est être sûr que son site est techniquement conforme, Google friendly, techniquement compréhensible par Google, qui a les bonnes balises. Donc ça, c'est des petites choses qu'on va voir. Donc une fois que votre site est techniquement prêt, c'est bon, la technique, vous la mettez de côté, vous écrivez du contenu de qualité et vous cherchez des liens. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est la technique, toujours. Parce que, une fois que c'est fait, et puis on ne revient plus dessus. Quoi. Un site qui était optimisé il y a 10 ans, il est encore optimisé pour Google aujourd'hui. Il faudra peut-être y rajouter des choses. Mais les fondamentaux d'il y a 10 ans, c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Donc c'est quand même un travail très pérenne. Bon, il se trouve que les sites aujourd'hui ne sont pas toujours faits en fonction de ces critères de pertinence de Google. Bon, c'est un constat que je fais. Donc, voilà. Il y a des choses qu'il faut vérifier, donc on va regarder un petit peu ça. Alors, vous avez un site web. Déjà, un certain nombre de points qui sont importants. Pas la peine de faire quelque chose de compliqué. Hein. L'internaute, il veut quelque chose de simple. Plus c'est simple et par expérience, plus c'est simple et meilleur sera le référencement aussi parce qu'on n'utilise pas des technologies compliquées, de vidéos, de machins, de trucs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de vidéos, mais faites simple. Plus c'est simple, plus l'internaute sera content. Et Google aime bien quand l'internaute est content, puisque c'est un internaute, donc il sera content aussi. Donc informatif, c'est très important. Beaucoup de texte, beaucoup d'informations. Beau, alors c'est très subjectif. Hein. Google se fiche un peu que ça soit beau ou pas beau. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit qu'il y ait les bonnes règles d'optimisation. Alors, faites toujours plaisir à l'internaute. Hein. On voit encore des gens qui se font plaisir à eux-mêmes en créant un site web. C'est à l'internaute qu'il faut faire plaisir. C'est à vos prospects, c'est à vos clients, c'est aux gens que vous voulez attirer vers vous qu'il faut faire plaisir, pas obligatoirement à vous-même. Ayez un nom de domaine à vous.
Donc votre site.com, votre site.ch, etc. Hein, pas d'adresse de type votre site.adresse du fournisseur d'accès.ch, etc. Ça c'est ingérable. Hein. Donc il faut vraiment acheter son propre nom de domaine. Ça coûte pas cher, donc ça vaut vraiment le coup. Si un jour vous pensez que vous aurez un site pour les États-Unis, alors je ferai tout à l'heure un petit topo sur le référencement à l'international, mais alors je vais le faire à l'envers. Si vous pensez que votre site s'adresse que au marché suisse, vous pouvez prendre un .com, un .ch, comme vous voulez, un .net, etc. C'est plutôt entre .com et .ch que ça va se jouer. Il n'y a pas de souci. Si vous pensez qu'un jour vous vous adresserez aux États-Unis, et on va en parler tout à l'heure, un site web est toujours en relation avec un pays, jamais avec une langue. Ça ne marche pas ça. Donc un site web, un pays. Donc si vous dites, allez, un jour j'aurai un site web pour les États-Unis, pour les Américains d'États-Unis, d'outre-Atlantique, à ce moment-là, gardez le .com pour ce site-là, pour ce site futur. Ou d'ailleurs, vous pouvez peut-être le faire tout de suite. Parce qu'aux États-Unis, .com, c'est États-Unis. Il y a le .us qui existe, mais ce n'est pas du tout utilisé. À ce moment-là, prenez le .ch pour votre site pour la Suisse et le .com, aujourd'hui ou dans l'avenir, pour les États-Unis. C'est important parce que ça peut aussi... Enfin, je vois des sites qui prennent le .com et puis, ah zut, le jour où ils veulent aller aux États-Unis, ils ne savent plus quelle extension prendre pour leur site. Donc voilà, le SEO international se fait toujours sur la base un pays, un site. Là, si on part sur une stratégie du type je fais un site francophone ou un site anglophone, ce ne sera pas référençable. Voilà, vous allez vraiment galérer. Vraiment. Parce que Google, il est structuré par pays. Il n'y a pas de Google francophone, il n'y a pas de Google anglophone, il n'y a pas de Google européen. Il y a un Google par pays. Donc il faut suivre, quelque part, le référencement, c'est l'adaptation de son site au fonctionnement de Google. Et Google, il fonctionne par pays, donc un site par pays. J'y reviendrai tout à l'heure. On peut créer le même site pour la France et pour la Suisse et pour la Belgique, par exemple. La Suisse francophone, la Belgique francophone et la France. Et le Québec, par exemple. Bon, j'y reviendrai, il y a des solutions. S'il y a plusieurs langues dans le pays, comme en Suisse, ben à ce moment-là, vous pouvez utiliser des répertoires ici. Donc, votre site ou votre établissement .ch, /fr/de. Donc /fr, c'est pour la langue française en Suisse, /de, la langue allemande en Suisse, et /it, la langue italienne en Suisse. Et comme ça, on a un système qui fonctionne bien en termes de référencement. Le pays et ensuite la langue à l'intérieur du pays. Voilà, c'est des petits trucs, mais ça permet de partir sur des bonnes bases hein, et de ne pas avoir à tout casser derrière. C'est toujours embêtant d'avoir à casser un site. Pour qu'il soit bien référencé et surtout au niveau des adresses, au niveau des URL, au niveau des adresses. On essaie de toucher le moins possible ça, parce que ça peut être assez galère. Alors, vous êtes prêts pour la technique? Vous allez voir, ça n'est pas très compliqué. Bon, ça c'est incontournable. Hein, je dirais, je le disais tout à l'heure, il faut passer par là, il faut vérifier que son site il est Google friendly. Et il y a un certain nombre de points qui sont importants pour Google. On va en voir quelques-uns. Il peut y en avoir plus, mais on va voir vraiment les fondamentaux qu'il faut prendre en compte. Le premier point, c'est les balises H1, H6. Alors, je pense que vous utilisez pour la plupart d'entre vous Word, le traitement de texte Word. Et lorsque vous créez des textes sous Word, vous avez la possibilité de mettre des titres en titre 1, titre 2, titre 3, jusqu'à titre 6. Ça permet de structurer votre texte au travers ce qu'on appelle la titraille, hein, titre, sous-titre, intertitre, etc., de titre 1 à titre 6. Ben, c'est exactement la même chose sur une page web. Ici, par exemple, vous allez proposer sur votre page du texte, ici, avec un titre, ici, hop, un chapeau, donc un petit résumé au début, du texte, un intertitre et encore un paragraphe de texte. Ça, c'est ce que voit l'internaute. Bon, c'est assez classique, hein, certains sont en gras, etc. Bon. Google, pardon, désolé, c'est pas facile parce que je regarde là, en même temps je vous regarde. Google, lui, il voit pas ça. Il voit pas les images. Il voit pas que le texte il est justifié, il ne voit pas la police de caractère, il ne voit pas la taille, il ne voit pas la couleur, etc. Lui, il voit du code HTML. Et le texte ici, à gauche, qui est vu comme ça par l'internaute, Google, il est vu comme ça à droite. Donc le titre, c'est une balise H1, H c'est header, donc
header, titre de premier niveau, titre principal. Ici, par exemple, on a mis le chapeau dans une balise H2, dans un champ de deuxième niveau. Et l'intertitre, ici, on l'a mis en H3. Slash H3, c'est pour dire fin de balise. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris le référencement et le langage HTML. Hein, c'est pas très compliqué. C'est un langage de présentation de texte. Donc ici, Google, il va voir qu'il y a un texte, un titre ici, il y a un titre de deuxième niveau, il y a un titre de troisième niveau. Et il va analyser ça. Le système de Google fait qu'en fait, il va extraire d'abord les contenus qui sont dans des balises H pour essayer d'en comprendre le sens. Donc évidemment, soit la page elle est faite avec des balises H aux bons endroits, avec du texte qui va bien à l'intérieur, et ça se passe bien, soit il y a pas, par exemple, il n'y a pas de balise H, et il ne va rien comprendre. Donc l'idée, quand on crée des pages, et c'est là que je disais, il y a le moule et il y a les ingrédients. Le moule, les balises H, c'est les gens qui vont créer le site, qui vont les mettre. C'est les développeurs, c'est les gens qui créent, lorsque vous créez le site, vous dites, je mets une balise H1 à tel endroit, une balise H2 à tel endroit, une H3, etc. Et ensuite, c'est le rédacteur qui va remplir le moule, qui va avoir les ingrédients, et qui va mettre le texte aux bons endroits, dans le titre, dans le chapeau ici, dans les intertitres, etc. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Oups, je vais trop vite. Voilà. Donc, Google, en fait, il extrait les balises H, ici le H1, le H2, le H3, et il essaie de comprendre de quoi parle la page. Alors pour ça, l'idée c'était de vous donner un petit peu un outil qui vous permette de vérifier sur votre site si c'est bien fait dans vos pages. Donc moi j'utilise pour ça un outil qui s'appelle Web Developer, un petit outil gratuit qui fonctionne sur Chrome ou sur Firefox comme navigateur. Si vous ne l'avez pas installé, vous allez sur Google ou sur un moteur de recherche, vous tapez Web Developer Chrome si vous utilisez le navigateur Chrome, Web Developer Firefox si vous utilisez Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, vous changez de navigateur. Ça pourra vous faire que du bien de toute façon, donc c'est pas grave. Donc, je vais le faire là sur une page, vous allez voir. En fait, je vais... Voilà. C'est tout ça pour vous montrer mon site. Franchement, il faut en trouver des prétextes pour vous montrer mon site. Bref, voilà. Donc c'est un très beau site, abondance.com, toute l'information sur le SEO quotidienne, sur le référencement et les moteurs de recherche. Ici, vous voyez, j'ai installé Web Developer. Web Developer, c'est ce petit menu, vous voyez ici, qui est dans la barre, voilà, une petite barre d'outils. C'est très simple, hein, c'est gratuit, hein, je le répète. Ça se présente un peu différemment sur Chrome. Là, c'est la vision Firefox, mais bon, c'est en français sur Firefox et en anglais sur Chrome. Mais grosso modo, il y a exactement les mêmes fonctionnalités. Et je vais vous montrer quelques slides ici, et je vais faire menu info, choix, plan du document. Donc tout est dans les slides que vous pourrez avoir, donc pas de panique. Plan du document, et ça va m'extraire les balises H1, H2, H3 de la page. Comme ça, je n'ai pas à aller dans le code HTML, etc. Et il me donne toutes les informations sur le code HTML. Mais c'est exactement ce que fait Google, en fait. C'est exactement ce que fait Google. Google, il vient sur votre page, il extrait les balises H1, H2, H6, et il essaie de comprendre de quoi parle la page. Alors, on va voir quelques exemples. Voilà. Alors, on va faire un exercice. Vous êtes Google. C'est des pages de sites de clients que j'indique ici. Je ne donne pas les adresses. Eu égard, c'est des clients. Vous êtes Google. Vous extrayez cette structure en balise H d'une page. Et donc, vous devez être capable de comprendre, et même un enfant de 4 ans doit être capable de comprendre de quoi parle la page. Ouais. Pas simple, hein? Ouais. La location, mais de quoi? Mais on a l'habitude de parler de location de maison, mais je ne vois rien qui parle de maison ici. Rappelez-vous, vous êtes un enfant de 4 ans. Dernière minute, je peux louer une perceuse en dernière minute, hein, ou une voiture. Non, c'est difficile. Alors, effectivement, c'est la location d'une villa de luxe en Toscane. Bon, ceci dit, c'est pas évident. Celle-là, si vous la trouvez, vous êtes très fort. Une bouteille de vin, celui ou celle qui trouve, de mon village.
Il y a du très bon vin ici aussi, hein, d'ailleurs, j'ai remarqué. Bon, si je dis ça, c'est que c'est absolument impossible à trouver. Je suis pas fou quand même. Imaginez qu'il y a 100 personnes qui lèvent la main, 100 bouteilles de vin, hein, c'est mal. Non, ce sont des motifs de broderie pour nappe. Vous n'avez pas trouvé? Enfin, c'est évident, non? Donc, imaginez, hein, la page, là, la page, elle est mal conçue. Clairement, elle est mal conçue au départ, à la base. Les gens qui ont développé le site, bah, ils n'ont pas mis les bonnes balises aux bons endroits. Il n'y a pas de balise H1, déjà. C'est vraiment le texte qui a le plus de poids dans la page pour Google. Donc, il n'y a pas de balise H1 qui est, parmi les balises H, celle qui a encore le plus de poids. Donc, pas de balise H1 pour Google, ça veut dire je ne sais pas de quoi parle la page. Et pour le reste, c'est quasiment introuvable. Et puis, alors ici, un autre exemple, c'est sur l'hôtel de la Poste, à Sierre, un peu plus local. Bon, voilà, l'internaute, il voit ça, très bien. Google, il voit ça. Pas mal. Hein, voilà, bah, c'est toujours pareil, la même réflexion. Est-ce qu'en lisant les balises H, je comprends de quoi parle la page? Bah, je pense que oui, hein. Globalement, on comprend de quoi parle la page, c'est plutôt bien fait. Donc c'est bien, bravo. Allô? Voilà. Alors, un autre hôtel, Le Parc, en France, pas loin de chez moi. J'ai ménagé les susceptibilités, vous avez remarqué. Hein. Le Parc, enfin, c'est peut-être un très bon exemple, j'en sais rien. Hein. Donc, on extrait la balise H, le suspense est à son comble. Voilà. Aïe! Situation et plan d'accès. Ah ben, allez, vous vous débrouillez avec ça et faire en sorte d'être premier sur Google sur les requêtes que vous recherchez. Peut-être sur situation et plan d'accès, mais enfin, c'est quand même une requête de niche quand même. Hein. Pas évident. Bon, c'est ingérable. Là, c'est ingérable, clairement. Vous voyez le système, hein, c'est donc essayer avec ce petit outil web développeur qui est très simple, hein, qui est facile à utiliser. Encore une fois, c'est gratuit. Vous regardez, il faut le faire page par page, hein, la page d'accueil, une page un peu de rubrique, hein, de tête de liste, et puis une page de contenu en fonction de page de présentation de vos services, ou présentation, si c'est un hôtel, une chambre, si c'est un restaurant, le menu, enfin, etc. Hein, un petit peu quelques pages dans votre arborescence, vous extrayez avec Web Developer les balises H1, H6. Voilà. Vous comprenez, c'est bien, vous ne comprenez pas, il faut refaire. C'est assez simple. Alors il faut refaire à la fois le squelette de la page, c'est-à-dire la conception du site. Donc là, c'est la partie technique. Et puis peut-être qu'il y a des bonnes balises, peut-être que les balises sont là, mais il n'y a pas le bon texte à l'intérieur. Donc du coup, ça reste incompréhensible. Donc bon, voilà, à voir. Mais ça, pour moi, c'est à la fois les fondations d'un bon référencement, c'est par là qu'on commence toujours, et c'est aussi ce qui est le plus mal fait sur les sites à l'heure actuelle. C'est assez paradoxal, mais c'est souvent sur ces points-là, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, c'est souvent sur ces points-là qu'il faut qu'il y a pas mal de choses à réviser et à revoir sur les sites. Donc voilà, déjà un premier point qui est pas négligeable à regarder. Donc les balises H1, H6, les balises sémantiques souvent on appelle ça. La balise title, donc un autre point, la balise title, c'est assez facile à visualiser. Hein. Vous allez sur votre navigateur, il y a un onglet, vous passez la souris sur l'onglet, il y a une infobulle qui apparaît, c'est le contenu de la balise title. Bon, grosso modo, il faut que la balise title décrive ce qu'il y a dans la page. Pour moi, une bonne balise title fait entre 7 et 10 mots. Enfin, a priori, les balises title les plus efficaces pour Google font entre 7 et 10 mots. Donc, par exemple, si votre balise title, c'est accueil, bienvenue sur notre site web, on le voit encore, hein. Bon, c'est poli, hein. Mais c'est pas super descriptif. Des petites choses aussi sur les balises title. La balise title de la page d'accueil doit commencer par le nom du site. Et dans les autres pages, c'est-à-dire toutes les pages sauf la page d'accueil, la balise title doit se terminer par le nom du site. C'est de quoi parle la page, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette page, et à la fin, le nom du site. C'est des petites choses aussi qui sont demandées par Google et qui permettent d'avoir un peu moins de soucis en termes de référencement. Donc là, par exemple, on a une balise title qui est un peu longue. Bon, il vaut mieux avoir une balise title un peu trop longue que trop courte. Bon, là, il y a quand même beaucoup de mots, mais bon.
La description. Alors souvent, lorsque vous gérez vos sites web, hein, lorsque vous avez un site, vous saisissez le texte, puis souvent vous avez une case qui s'appelle description, c'est une balise qui est dans la page, qui n'est pas affichée dans le navigateur, mais qui est dans le code de la page, ce qu'on appelle la balise méta-description, et qui en fait c'est le texte qui est fourni à Google pour afficher dans ses résultats de recherche ici. Alors c'est un texte qui n'a aucun impact sur le positionnement. C'est pas ça qui va faire que vous êtes bien classé, c'est pas pris en compte, c'est pas un critère de pertinence pour Google, mais c'est le champ que Google va afficher. Donc c'est quelque part, il faut que ça soit super incitatif au clic, il faut que ça soit sexy. Il faut que l'internaute qui lise ça dise « Ah ouais, ça a l'air bien, donc je vais cliquer ». Donc j'ai pris 2 exemples ici. Donc château de villa, le château de villa, situé à Sierre, Valais, Suisse, abritant un restaurant, une onothèque, prosant AI. Proposant, attention, faute d'orthographe, un truc tout bête, hein, ou faute de frappe là plutôt, ça donne une mauvaise image du site. Hôtel 3 étoiles avec restaurant, voilà, ça c'est le title. Hein, ça c'est, alors, ouais, je n'ai pas dit, dans les résultats de Google, hein, ce qui est cliquable, c'est le contenu de la balise title. Donc il faut aussi que ça soit sexy et incitatif au clic. Ici, donc, là, petit hôtel valaisan, 3 étoiles, idéalement situé au centre-ville de Sierre. Voilà, ça donne envie, hein, c'est sympa, c'est bien. La taille, c'est 150 signes. Un signe, c'est caractère, espace compris. Donc 150 signes, mais vous pouvez aller sans problème jusqu'à 300 ou 400 signes. Voilà, c'est pas ça qui va alourdir le code de la page. Et ça a quelques avantages en référencement. Donc n'hésitez pas à faire des descriptions qui sont assez longues. Là, par contre, j'ai vu ça sur le site d'un client il y a quelques jours. Alors du coup, je l'ai intégré dans ma présentation. En poursuivant votre navigation sur notre site internet, vous acceptez l'utilisation de cookies ou textiles. Ça donne envie, hein? Yeah! J'ai envie d'aller visiter sa cave, lui. Ça, c'est pas mal. Ce domaine n'a pas souhaité être joignable par téléphone ou email. Surtout, ne venez pas. Hein. Et puis, actuellement, nous ne proposons pas alors on ne sait pas quoi, mais c'est que du négatif, le truc. Ah, ouais, pas bon, hein, pas bon. Tout ça. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces pages-là, elles n'ont pas de balise métadescription. Il y a pas le contenu est vide en fait, donc Google il va prendre du texte dans la page. Malheureusement, il n'a pas pris le bon là, c'est pas terrible. Donc ça, c'est vraiment pas incitatif au clic. Alors ça n'aide pas à être bien classé. Donc ça veut dire que ici, peut-être que ces pages sont bien classées parce que tout le reste est bon. Ils ont, au bout de X mois de boulot, ils sont arrivés en premier ou en deuxième ou en troisième, c'est quand même le Graal. Hein. Et puis ils ont une description toute moisie qui donne pas envie de cliquer. Donc en fait, c'est le 4e, le 5e ou le 6e qui vont être cliqués. Oh, c'est quand même dommage. Quoi. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut regarder aussi parce que c'est pas négligeable. Et puis, bon, c'est du temps à passer, mais c'est pas techniquement très compliqué. Hein. Il faut donner envie à l'internaute de cliquer. Si vous avez un système qui le permet, essayez de mettre un système avec des avis et des étoiles pour que les internautes puissent voter. Bon, une boutique, par exemple, c'est classiquement le cas, mais des articles de presse, etc. Un hôtel, un restaurant, enfin bon, êtes-vous content? Alors mettez des étoiles. Hein, puis faites voter vos amis, enfin bon, bref. Mettez des étoiles, si c'est bien implémenté, alors il y a une petite partie technique à mettre en place dans les pages, mais si c'est bien implémenté, et si Google, le dieu Google le décide, les étoiles sortiront ici avec la note et le nombre d'avis. Et ça, c'est en règle générale, c'est 20% de trafic en plus. Je l'ai testé. Je n'avais pas ces étoiles sur mon site, je les ai mises. Le lendemain, c'était sur Google, ça s'affichait sur Google. J'ai eu 20% de trafic en plus. Ça n'aide pas à être mieux classé. Sauf que lorsque vous êtes dans une page de résultats, l'œil de l'internaute, il est attiré par les étoiles. C'est beau ce que je dis, attiré par les étoiles. Il faudrait que je la ressorte celle-là. Il est attiré par les étoiles, et du coup, il clique beaucoup plus facilement que s'il n'y avait pas les étoiles. Alors, si vous utilisez WordPress, par exemple, qui est quand même un outil de gestion de site très connu. Il y a un outil qui s'appelle 3 fois la lettre K, Star Ratings, donc étoile vote, KKK Star Ratings. Ça se met en place en 5 minutes et vous avez les étoiles sur vos pages. Donc c'est très facile à intégrer. C'est configurable, etc. Donc je suis passé par ce système-là et c'est 5 minutes pour 20% de trafic en plus, ça vaut le coup quand même. Les URL, optimisation des URL. Bon,
Alors maintenant, on n'a plus trop de problèmes par rapport à il y a 10 ans. Les URL, les adresses des pages, c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, c'est simple avec les outils de gestion de type WordPress, Drupal ou Joomla, enfin tous les outils de gestion de site, ce qu'on appelle les CMS, donc les outils de gestion de site. Tous savent faire des URL propres. L'idée, c'est qu'en lisant l'URL, en lisant l'adresse, on comprend ce qu'il y a dans la page. Bon, ben voilà, ici, là, on a la suite supérieure dans les chambres sur le site de l'hôtel. Ici, c'est un restaurant qui a des viandes, la partie viande et poissons dans le menu sur le site. L'idée, c'est pas la peine de faire des URL très longues. Voilà. Ce qu'il faut, en fait, c'est séparer les mots par des tirets hauts, toujours. Ici, par exemple. Alors, sur les PC, c'est des tirets du 6. Sur les Mac, c'est plus compliqué, mais tirer du 6 sur les PC. Jamais d'underscore, jamais de tiret bas. Ça ne sépare pas les mots pour Google. Donc, comme il y a on voit beaucoup d'URL, beaucoup d'adresses avec des underscores qui séparent les mots, il faut bien prendre des tirets hauts. Ça se fait dans les règles de réécriture d'URL. C'est la partie technique un peu du truc, mais c'est très facile à faire. Et pas de caractères accentués aussi dans les URL. Google ne sait pas reconnaître les caractères accentués. Donc, si un E accent aigu, il faudra le remplacer par un E. Pareil, il y a des tables de correspondance sur le serveur, ça se fait aujourd'hui très facilement. Vous dites le A accent grave, c'est remplacé par un A, le E accent grave remplacé par un E, etc. Et ça, c'est fait une fois pour toutes, et puis après, vous n'en entendez plus parler. La compatibilité mobile, bien sûr, obligé. Comment peut-on passer à côté de ça? Alors, ça ne va pas beaucoup vous aider en référencement, contrairement à ce que dit Google. Google dit beaucoup de choses, il ne faut pas écouter tout ce que dit Google. Je répète que Google n'est pas notre ami. Donc, le temps de chargement des pages, ça ne vous aide pas du tout pour le référencement. Le fait d'avoir un site sécurisé, HTTPS au lieu de HTTP, ça ne vous aide pas du tout en référencement. La compatibilité mobile, ça vous aide assez peu en référencement. Par contre, on ne peut pas passer à côté. Tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise le smartphone, surtout dans le domaine touristique notamment. Tout le monde utilise un smartphone pour aller sur le site. Alors si vous avez ici ce qu'on voit à droite, c'est illisible et l'Internet y part. Si vous avez un site qui est compatible mobile aujourd'hui c'est le responsive design, c'est un seul code, une seule URL, et qui s'adapte aux différents devices, aux différents terminaux. Bon, aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais faites-le pour l'internaute. Faites-le pour l'internaute. Les pages qui s'affichent rapidement aussi, faites-le pour l'internaute. Ne vous attendez pas à gagner des places sur Google parce que vos pages s'affichent vite, ou d'en perdre parce que vos pages s'affichent lentement, d'ailleurs. Enfin, si elles s'affichent au bout de 15 ou 20 secondes, vous n'avez plus de problème de SEO, vous n'avez plus de clients, de toute façon, vous n'avez plus de visiteurs, donc pas grave. Mais voilà. Donc oui, bien sûr, la compatibilité mobile, c'est obligatoire aujourd'hui, mais tout simplement pour les internautes. Je mets aussi ici l'adresse de l'outil pour tester les pages. Vous tapez votre URL sur cet outil, il vous dit compatible, pas compatible. C'est binaire, il n'y a pas 80% de compatibilité. C'est soit c'est compatible, soit c'est pas compatible. Donc vous serez vite fixé sur la compatibilité ou pas de votre site web. Puis vous met en plus ce à quoi ressemble votre site sur un smartphone classique. Le SEO international, ça aussi c'est un point important parce que on a souvent une vision internationale du web, c'est normal, c'est un réseau mondial. Donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure. La première des choses à faire, c'est de lister vos pays cibles. Donc toujours des pays, jamais des langues, de façon générale. Alors par exemple ici, je dis je veux être présent, je veux être visible en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse. Donc je veux être présent sur google.fr, google.de, google.com et google.ch. Google.com, c'est Google pour les États-Unis. Et vous allez créer un site par pays. C'est vrai, avec l'extension qui va bien. Donc .fr pour la France, .de pour l'Allemagne, .com pour les États-Unis et .ch pour la Suisse. Donc ça, c'est vraiment la base. Et si vous voulez avoir une vision internationale de votre visibilité Google, ça va être compliqué si vous faites autrement. Donc il faudra peut-être un peu revenir en arrière, à voir selon la stratégie qui est la vôtre aujourd'hui. Donc le .com pour les États-Unis aujourd'hui ou plus tard. Ensuite, il y a des balises, je ne vais pas rentrer dans les détails, je mets des URL après ça devient un peu technique, mais il y a des balises à intégrer dans les pages, qui s'appellent hreflang, qui vont indiquer la langue et le pays pour lesquels sont conçues la page en question. Ici, par exemple, votre site.ch, hreflang égale en français pour la Suisse, fr-ch. Le site.fr, il aura fr-fr, en français pour la France. Le site, par exemple, s'il y avait DE, ce sera DE-DE, en allemand pour l'Allemagne, etc. Ce qui veut dire qu'on peut faire
le même site pour la France, la Belgique et la Suisse, par exemple. Exactement à l'identique. Il n'y aura pas de contenu dupliqué, c'est quelque chose qu'on entend souvent en référencement. Il n'y aura pas de contenu dupliqué si chaque site contient les bonnes balises hreflang. En français pour la France, en français pour la Belgique, en français pour la Suisse. Google va comprendre, il va faire son système, il va faire tout son micmac avec ça. Et celui qui aura fr-fr sera bien classé sur Google France. Celui qui aura fr-be sera bien classé sur google.be. Et fr-ch sera bien classé sur google.ch. Donc cette gestion permet de gérer beaucoup de problèmes à l'international. Et en règle générale, bon, il y a encore des choses à faire qui sont un peu plus techniques, mais là, c'est vraiment les points les plus importants en termes de SEO international. D'où, encore une fois, un développement qu'il faut prendre en compte, un développement technique. Voilà pour la technique, ça c'est fait. Bon, il y a beaucoup de choses, mais vraiment là, quand vous avez tout ce qu'on a vu là, vous êtes en train de construire une maison en commençant par les fondations et les murs, et pas en commençant par le toit. Et souvent, on voit des sites web parfois, on a l'impression qu'ils ont commencé à construire la maison par le toit. C'est en règle générale pas très bon. Donc la technique, c'est fait, machin, ok, vous avez vérifié, vous avez corrigé. Vos développeurs ou les gens qui ont fait le site ont corrigé, c'est bon, le moule est bon. Maintenant, on va mettre du texte à l'intérieur. Donc le texte, bon, il faudrait en parler très, très longuement parce que, évidemment, c'est ce que Google préfère, le texte. Si vous avez un site qui a beaucoup d'images, vous aurez du mal à le référencer. Peut-être sur Google Images, éventuellement. Mais même, on s'aperçoit que les images qui sont bien référencées sur Google Images, ce sont les images qui sont entourées par du texte. Parce que Google analyse le texte qui est autour des images aussi. Donc c'est même pas évident d'être présent sur Google Images avec un site très imagé. Donc je le répète, Google est un obsédé textuel, donc il va falloir donner du texte à pile aux pages. Content is king, on le dit depuis le début du web, mais c'est vraiment important. Le contenu est le capital, le contenu est l'essentiel. Alors moi, je travaille sur une base de au moins 200 mots par page. Donc une page web, même une page d'accueil, une page de liste, une page de présentation de service, une fiche produit, etc. Au moins 200 mots. Et quand je parle de 200 mots, c'est dans la zone éditoriale. Donc j'enlève le haut de page, le bas de page, la navigation, etc. Je me concentre d'ailleurs, et Google se concentre aussi uniquement sur la zone éditoriale. De quoi parle la page, le cœur de la page. Bon, 200 mots, c'est 3-4 paragraphes, c'est pas énorme. Il n'y a pas de limite maximale. Vous pouvez avoir des pages très longues, Google va aimer, va apprécier, pas de souci. Mais en dessous des 200 mots, on reprend ici l'exemple de l'enfant de 4 ans. Si vous essayez d'expliquer quelque chose à un enfant de 4 ans en 3-4 mots, il risque de ne pas comprendre. Il faut développer, il faut expliquer avec des mots simples, mais riches, avec un vocabulaire riche, pour essayer de faire comprendre le concept à l'enfant, donc à Google. Donc 200 mots minimum par page. C'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Encore une fois, c'est 3-4 paragraphes, mais c'est vraiment important. Des contenus qui sont sémantiquement riches. Ça, c'est depuis 3 ans maintenant. Google a vraiment embrayé sur la sémantique. Avant, c'était plus les algorithmes de Google étaient plutôt basés sur des aspects statistiques. Combien de fois le mot est présent dans la page? Est-ce qu'il est en gras? Est-ce qu'il est dans une balise H1? Est-ce qu'il est... est-ce que c'est un lien? Est-ce qu'il est en haut de page, en bas de page? Bon, tout ça est un petit peu obsolète, un petit peu aujourd'hui. Et l'idée est vraiment de se baser sur une sémantique. Alors, c'est assez complexe à expliquer, mais grosso modo, il faut proposer, lorsqu'on veut parler d'un sujet, il faut proposer un texte qui est le champ lexical le plus étendu. Alors, par exemple, vous avez une page qui va parler de Roger Federer. Par exemple. Je ferai local comme exemple. C'est mon joueur de tennis préféré, donc ça tombe bien. Vous voulez faire une page qui parle de Roger Federer. Il y a 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, vous auriez multiplié le mot Roger Federer dans le titre, dans le chapeau, en gras, etc., etc. Et puis peut-être mis 50 fois Roger Federer. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Ce qui est important, c'est d'avoir aujourd'hui, bien sûr, Roger Federer dans le H1, Roger Federer dans le H2 et Roger Federer dans le H3. Ça, c'est obligatoire. Roger Federer dans le title. Tout ce qu'on a vu. Roger Federer dans l'URL. Voilà. OK, ça c'est la base.
Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut des pages dont le texte est sémantiquement riche et dont le champ lexical est étendu. Donc, par exemple, plutôt qu'une répétition du mot, vous allez parler de tennis, d'ATP, de raquettes, de balles, de tournois, de palmarès, peut-être de Wawrinka, parce que finalement c'est un autre joueur de tennis et il est suisse, donc quelque part sémantiquement on est assez proche. Vous allez parler peut-être de Ljubicic ou de Lutin, ces deux entraîneurs, voilà, etc. L'idée c'est vraiment de proposer soit des synonymes, soit des termes qui sont dans le même champ lexical, dans le même, des termes connexes, qui ont un rapport sémantique avec la requête qu'on va essayer de viser. J'ai essayé d'avoir un exemple. Hein. Il y a des méthodologies, etc., de rédaction qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir des pages qui répondent bien aux algorithmes de Google. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une stricte répétition des mots qui fonctionne aujourd'hui, c'est la richesse sémantique. Donc plus vous aurez des mots différents qui ont un rapport au concept, finalement, au thème que vous voulez traiter, et que ces mots seront présents dans la page, plus Google appréciera, il a des algorithmes qui apprécient entre guillemets la richesse sémantique des pages, et plus vos pages seront bien classées sur Google. Voilà, je reste assez vague, hein, mais derrière il y a des méthodologies, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc décrivez bien sûr votre établissement, vos actualités, ne faites pas de fautes d'orthographe. Bon, Google sait gérer les fautes d'orthographe, même si là aussi il y a pas mal... Il les gère différemment selon le type de faute d'orthographe. C'est pas si facile que ça, la notion de faute d'orthographe, alors, avec Google. Donc autant ne pas en faire. Comme ça, on est tranquille. Votre site n'a pas besoin d'être mis à jour souvent. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il faut que je mette à jour souvent mon site? Alors, en fait, on parle souvent en référencement de requêtes froides et de requêtes chaudes. Pour reprendre Roger Federer, ou le terme du tennis, une requête chaude, actuellement, c'est US Open, puisque le tournoi ou Jeux paralympiques, puisque ça commence aujourd'hui. Ça, ce sont des requêtes chaudes, puisque ce sont des requêtes d'actualité. Une requête froide, ce sera tennis, par exemple. Le tennis, c'est demandé globalement à peu près pas de la même façon sur l'année. Il n'y a pas de pic. Hein. Les requêtes chaudes, ce sont des requêtes de pic qui sont demandées sur un pic de fréquence, sur un événement ou sur une période donnée. Donc ça peut être les marronniers, hein, un cadeau de Noël, c'est la fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin, etc. etc. Des événements sportifs, etc., etc. Bref, des salons. Là, sur les requêtes chaudes, donc les requêtes d'actualité, vous êtes obligé d'avoir un site qui est souvent mis à jour. Et souvent mis à jour, ça veut dire un site qui reçoit de nouvelles pages, hein, qui a des nouvelles pages dans le temps. Ce n'est pas mettre à jour un contenu déjà existant, c'est créer des nouvelles pages. Sur les requêtes chaudes, c'est obligatoire. Google a un algorithme spécifique qui met en avant, c'est normal, il met en avant les sites qui proposent beaucoup de nouveaux contenus optimisés autour d'une requête d'actualité, une requête chaude. Si vous visez des requêtes froides, donc ça, vous avez un outil qui s'appelle Google Tendances des recherches ou Google Trends, hein, qui permet d'avoir les pics de demande sur Google, des requêtes que vous demandez, que vous indiquez. Donc si vous visez une requête froide, donc une requête qui est à peu près demandée de la même façon sur l'année, vous pouvez très bien faire une mise à jour toutes les semaines ou une mise à jour de votre page d'accueil ou créer une nouvelle page tous les mois. Ça reste un critère, hein. Ça reste un critère de pertinence quoi qu'il arrive, mais c'est un critère qui a un poids faible pour les requêtes froides et un poids très fort pour les requêtes chaudes. Donc voilà. Soit vous êtes dans l'actualité et il faut mettre à jour souvent, soit il n'y a pas vraiment d'actualité sur les requêtes que vous cherchez et il n'y a pas besoin d'avoir une mise à jour très, très importante. Un petit point tout bête aussi, hein, indiquez votre adresse postale en bas de votre page d'accueil. C'est des choses que Google aime bien aussi. Voilà, un truc tout bête. Hein. Mettez en avant certains termes en gras. Le gras a plus de poids que le texte qui n'est pas en gras. Donc s'il y a des mots qui vous semblent importants, soit la requête que vous visez, soit les requêtes du champ lexical, mettez-la en gras. Ce sera mieux apprécié par Google. Faites un concept par page. Rappelez-vous, Google, c'est un enfant. Si vous commencez à parler de 3 ou 4 choses différentes dans une même page, il est noyé. Google, il sait dire, cette page, elle parle de ça. Et c'est tout. C'est pareil, cette page, elle est dans une langue. C'est des choses qu'on voit moins, mais si vous mettez une page avec moitié en français, moitié en allemand, il est mort. Il ne sait plus. C'est une langue et rien d'autre. Jamais deux. Dans la même page, hein, bien sûr. Donc un concept par page. Essayez de faire des liens entre vos pages.
hein. Par exemple, typiquement, une fiche produit, ben, vous allez présenter une fiche produit sur une boutique, voilà un produit. Voilà également les produits que vous pouvez acheter avec ce produit. Et hop, des liens vers d'autres, ça se voit très souvent sur les boutiques, hein, ce qu'on appelle le maillage interne, cross-linking en français. Le maillage interne, ben ça, ce sont des choses que Google aime beaucoup également. D'essayer où vous avez un article, vous dites, ben, pour en savoir plus sur ce sujet, voici des liens vers d'autres pages du site. Ça peut être aussi des liens vers d'autres sites d'ailleurs. C'est un signal positif qu'on envoie à Google d'envoyer des liens vers d'autres sites. On est sur le web, hein, c'est fait pour ça. Voilà, donc pensez qualité, 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 hein, au moins 200 mots par page. C'est la qualité qui joue, c'est la qualité qui fait la différence. Hein. Qualité du contenu, qualité du code, qualité de la conception, et on va le voir, qualité des liens. Donc répondez aux questions de vos futurs clients. Une question, une réponse, une page. Et ben, plus il y a de pages, plus il y a de texte dans votre site, et mieux ça sera, et plus Google appréciera. Les liens, donc je rappelle, hein, un lien est un vote. Donc lorsqu'un autre site fait un lien vers votre site, il vote pour vous. Donc plus vous aurez de liens, plus vous aurez de votes, et plus les sites sont populaires, fort trafic, etc. Je schématise. Et plus ça vous donnera de popularité, et donc meilleur sera votre classement. Rappelons-nous ce que disait le Petit Prince en 1943, hein, quand il demandait que signifie apprivoiser, le renard répondait, ça signifie créer des liens. C'est beau, Saint-Exupéry Optimization, SEO. Donc des liens qui vous rendent populaire. Alors, c'est un travail de longue haleine. Hein. Déjà, au départ, ben, on recherche ses clients, ses prospects, enfin, pas ses prospects, ses clients, ses partenaires, les gens qu'on connaît qui ont un site web. Et on peut tout à fait faire de l'échange de liens. Hein. Tu pointes vers moi, je pointe vers toi. De page d'accueil à page d'accueil, ça suffit. Hein. Pas la peine de mettre des liens dans toutes les pages, ça ne sert à rien. Tant que ça reste dans la même thématique. On va en parler. Hein. Si vous avez, je sais pas, un site qui vend du fromage, n'allez pas faire un échange de liens avec un site de poker. Ça n'a aucun intérêt. Et même c'est plutôt négatif, puisque c'est complètement dans des thématiques différentes. Donc il faut toujours essayer de rester dans la même thématique. Qu'est-ce qu'un bon lien? Alors c'est pas obligatoirement, il ne faut pas avoir obligatoirement beaucoup de liens. Il faut avoir des liens de qualité. Donc un lien de qualité, c'est un lien qui vient d'un site qui est dans la même thématique que la vôtre. Grosso modo, hein, je veux dire, pas de saut énorme, pas de saut quantique entre les thématiques traitées. Dans la même langue aussi, c'est encore mieux. Sur un site qui soit le plus connu, hein, voilà, ben, si vous avez, je sais pas, un lien depuis un site du matin par exemple, ou du temps, un site de presse, un site assez connu avec fort trafic dans lequel Google a confiance parce que c'est un site ancien aussi, ben, ça vous donnera beaucoup de popularité. L'idéal, c'est d'avoir des liens qui sont potentiellement cliqués par les internautes. Parce qu'en plus d'amener de la popularité via Google, ça va aussi vous amener du trafic. Donc c'est encore le double effet qui se coule. Donc c'est encore mieux. Alors dans le passé, jusqu'en 2013, on a vu des systèmes de création de liens factices à travers des annuaires, des sites de faux communiqués de presse, etc. Notamment en France, hein, le système D fait souvent office. Google a mis en place des systèmes, notamment un filtre anti-spam qui s'appelle Penguin, manchot en français, qui pénalise les sites qui sont passés par des systèmes de liens factices. Et je peux vous assurer, quand il a lancé Penguin, je crois que c'était en 2013, il me semble, ça a bien dégommé en Europe, et à tous les gens qui étaient passés par des systèmes, ben, ont payé pour avoir des faux liens, en fait, hein, comme si on faisait voter les morts lors des élections, pareil, quoi. Bon, ben, lorsque Google a lancé ça, il y a pas mal de sites qui ont bien pris, c'est bien fait pour eux, et ils ont joué, ils ont perdu, hein. C'est normal. Il faut toujours faire de la qualité. Donc ayez peu de liens, mais des liens de qualité. Le problème, c'est que ça prend du temps, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. L'idée, c'est de taper les mots-clés qui correspondent à votre activité. Vous regardez les sites qui ressortent. A priori, ils sont bien référencés. Bon, si c'est des concurrents, vous laissez de côté. Si ce n'est pas des concurrents, si c'est des sites a priori avec qui vous pouvez discuter, ben, vous les contactez par mail, je sais pas, vous les invitez au restaurant, vous leur téléphonez, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà, ben, peut-être que tu veux du contenu, moi je t'en donne. Tu veux du lien, ben, on fait un échange, etc. C'est souvent autour d'un verre, hein, que ça se fait. En plus, vous avez du bon vin, il ne faut pas hésiter. Donc, travaillez toujours sur le long terme. De toute façon, en référencement, l'idée, c'est toujours de travailler sur le long terme et donc de faire de la qualité.
Ne passez jamais par des systèmes, n'essayez jamais de manipuler Google. Ça, il y a 10 ans, on faisait ce qu'on voulait avec Google. Aujourd'hui, c'est toujours possible, hein. On fait ce qu'on veut avec Google, hein. Il y a des techniques, il y a des méthodes qui permettent d'être très bien classé sur Google. C'est des méthodes interdites. Et Google a vraiment déployé des algorithmes pour détecter ces techniques interdites. Et quand vous êtes pénalisé par Google, là, c'est pas la même chose, hein. Donc ça, quoi qu'il arrive, vous galérez. Donc on évite ça. Et l'idée pour éviter ça, c'est de faire du travail propre et du travail sérieux. Voilà, conclusion. Quelques règles d'or pour une bonne visibilité sur les moteurs de recherche. Donc techniquement, déjà avoir un site qui techniquement, on l'a vu, hein, techniquement qui est conçu pour plaire à Google. Répondre aux questions des internautes avec des textes assez longs, 200 mots, de qualité, des textes de qualité. Proposer du contenu à jour, bien sûr. Hein. Un truc tout bête, hein. Bon, c'est pas pour le référencement, mais si je vais sur un site et qu'en bas de page, il y a marqué copyright 2004, moyen, quoi. Bon, Google, il s'en fiche un peu, mais par contre, pour l'image de l'entreprise, c'est pas très bon. Si vous basez votre stratégie sur des mots-clés et des requêtes chaudes, faites un site qui est très souvent mis à jour, sur cette période-là en tout cas, sur les périodes de chaleur, si je peux me passer l'expression. Obtenir des liens, bien sûr, depuis des sites qui sont dans votre thématique. Suivre, bien sûr, l'opposition, suivez vos positions, c'est normal. Suivez aussi le trafic, suivez le taux de conversion aussi. Est-ce que le trafic qui vient de Google convertit? Est-ce que les gens achètent sur ma boutique? Est-ce qu'ils laissent leur adresse mail? Qu'est-ce que je veux que les gens fassent sur mon site? Et est-ce que les internautes qui viennent de Google remplissent cette condition? Est-ce qu'ils font ce que je voulais qu'ils fassent? Ça, avec Analytics, avec des outils comme Analytics, hein, mesure d'audience, c'est tout à fait faisable. Travailler de façon honnête et loyale. Hein, voilà, il y a eu une époque Far West, hein, on s'amusait bien. Aujourd'hui, c'est un peu terminé quand même. Hein. C'est un peu trop dangereux. En tout cas, on prend beaucoup de risques à le faire. Se tenir au courant des évolutions des moteurs, le site abondance.com est là pour ça. Toute l'actualité quotidienne sur les moteurs de recherche, gratuitement. Pensez qualité, qualité, qualité. Et puis, restez humble parce que on est dans un métier où on a tous cette idée un jour de se dire, ça y est, j'ai compris. J'ai la potion magique, j'ai la recette de la potion magique, je sais ce qu'il faut faire. Et puis ce jour-là, Google change son algorithme et on refait tout, quoi. C'est assez, voilà. Donc c'est une grande école de l'humilité. Le référencement, c'est une grande école de l'humilité, une grande école de la patience aussi. Parce que quand on veut les choses très vite, il vaut mieux faire de l'AdWords. C'est souvent des semaines et des mois parfois pour avoir des résultats. Parfois ça va vite aussi, ça dépend. Donc un SEO de qualité ne coûte pas obligatoirement très cher, mais ça demande du bon sens. On en a, pas trop de soucis. Ça demande quelques connaissances, il faut les acquérir. Voilà, il y en a 3 qui auront ce soir des peu plus de connaissances avec cet excellent ouvrage, dédicacé bien sûr. Il faut ce qu'il faut. Et par contre, c'est du temps. Voilà, non, mais le référencement, c'est du temps. Il faut en dégager. C'est bien que le temps, on n'en a pas. Vous comme moi, hein, mais bon, il faut en dégager parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui fait la différence. Pour faire de la qualité, il faut du temps. Voilà, je vous remercie. Donc vous avez l'adresse de mon site pour faire de la veille et mon adresse mail pour demander des devis. Non, c'est pour le service après-vente. Non, c'est pour le service après-vente. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La seule question auquel je ne peux pas répondre, en général, je fais cette indication, c'est que pensez-vous de mon site? Je ne peux pas vous dire ce que je pense de votre site, ça me prend 3 jours. Ça c'est un audit. Franchement, c'est impossible et je ne veux pas faire du travail bâclé en disant en 10 minutes. On ne peut pas dire en 10 minutes ce qu'on pense d'un site web en termes de SEO, c'est pas possible. Donc, par contre, je réponds à toutes les questions possibles et imaginables, mais juste un peu plus précises parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà, donc si vous avez des questions, normalement, il y en a. J'avais vu. Oui. Alors, sur le SEO international, vous avez dit qu'il faut créer un site. Parlez bien dans la sucette. Ouais. C'est bon là? Ouais. Super. Au niveau du SEO international, vous avez parlé de créer un site par pays avec le point DE, CH. L'extension qui va bien, oui. Qu'est-ce que vous pensez des points EU, par exemple? Ça vaut rien ou Alors,
Et tous Il y a les des gens points qui vendent des points XXX EU dans la qui salle. viennent derrière. Alors, il y a deux choses. Il y a le point EU, qui est une extension Europe, hein, qui est assez ancienne, on va dire. Et puis, il y a les nouvelles extensions. Donc, les nouvelles extensions, .web, .app, .xyz, alors en France, on a .alsace, .paris, .bzh pour la Bretagne. Bon, il y en a des centaines aujourd'hui, il y en a encore plein qui arrivent. Des nouvelles extensions qui remplacent quelque part le .com, qui est complètement, sur lequel il n'y a plus grand-chose de disponible. En fait, toutes ces extensions, que ce soit le .eu ou les nouvelles extensions, on appelle ça les new GTLD, quand on essaie d'être intelligent, quand on essaie de faire croire qu'on est intelligent surtout. Donc toutes ces nouvelles extensions, c'est exactement comme un .com pour Google. Donc le .eu, par exemple, n'a aucune connotation géographique pour Google. C'est comme un .com. Le point Alsace, le point Berlin, il y a peut-être un point Genève ou un point Lausanne, je ne sais pas, ou un point Sierre, pourquoi pas. C'est pas négatif, c'est pas positif. C'est exactement comme un point .com. Donc en termes de SEO, il n'y a pas de souci majeur. Ça ne donnera pas d'autres indications. Un point app, par exemple, ne donnera pas l'indication à Google que c'est une application, smartphone, etc. Un point, je sais pas, mail, ne donnera aucune indication sur le fait que c'est quelque chose qui tourne autour du mail. C'est comme un point .com. Le seul obstacle que je vois, pour ma part, c'est plus l'habitude de l'internaute. Ou le manque d'habitude de l'internaute. L'internaute qui va voir un point XYZ, c'est quoi ce truc? Mais en termes de SEO, on peut tout à fait l'utiliser. Et ça permet d'avoir notamment des noms de domaines qui sont plus disponibles en .com. Donc ça peut avoir un intérêt. Est-ce que l'internaute va accepter cette adresse et va la comprendre? Ça, c'est un autre problème. Mais Google, lui, il va la manger, il va la digérer sans aucun problème. Ça va? Je vais peut-être profiter d'avoir le micro, juste 2 secondes. Est-ce que le lieu d'hébergement et l'hébergeur peut avoir une importance sur Alors, Google? oui. Si vous avez un .ch, par exemple, vous pouvez héberger votre site n'importe où. En Australie, pas de souci. Google voit que c'est un .ch, il va le mettre en évidence sur google.ch. Si vous avez un site avec une cible qui est la Suisse et que c'est un .com, il est obligatoire de le faire héberger en Suisse. Parce que si vous avez un .com hébergé au Canada, par exemple, ce qui arrive souvent, parce que souvent on voit que les hébergements sont moins chers outre-Atlantique, du coup, .com, donc Amérique, aux États-Unis, hébergé au Canada, pour être présent sur Google Suisse, ça ne va pas être simple. Donc soit vous avez un .ch et l'hébergement ne compte pas, soit vous avez une autre extension, et là, l'hébergement, il faut qu'il soit dans le pays. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux avoir les extensions par pays, parce que vous n'allez pas faire héberger un pays en Allemagne, un site en Allemagne, un site en Suisse, un site en France, enfin, on n'y arrive pas, quoi, c'est pas possible. Donc un seul hébergement, pas de souci, mais X extensions. Beaucoup plus facile à gérer. Oui. Ah. C'est ceux qui ont le micro qui parlent. Oui, là. Bonjour. J'ai une question concernant les photos. Les balises alt, est-ce qu'elles permettent un référencement photo intéressant? On peut mettre beaucoup de texte dedans, si je ne m'abuse. Et est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites via la photo? Personnellement, je l'utilise fréquemment. Alors, comme je suis un pinailleur et que j'aime bien embêter les gens, surtout les membres de mon fan club, non, hein, voilà. On ne dit pas les balises alt, mais les attributs alt des balises images. C'est pas pareil. Voilà. Soyons clairs. Bref, les images. En fait, il y a 4 critères pour Google, pour l'image. Avant des nouveaux algorithmes qui vont arriver. Les critères pour les images, c'est le nom du fichier. Simplement, mairie-sierre.jpg.gif, etc. Le nom du fichier image. L'attribut alt, donc, qui est donc le texte alternatif, qui est le texte alors sur certains navigateurs, c'est le texte qui va apparaître quand vous passez la souris sur l'image, pas tous les navigateurs, enfin bref. Donc c'est un attribut qui est dans la balise, alt égale un texte. Souvent on essaie de faire pas plus long que 8 mots, parce que sinon ça commence à être un peu long. Moi j'essaie de, une petite magouille, mais j'essaie de mettre des mots non accentués. Ça permet de mettre une version non accentuée des mots. Chose qu'on ne peut pas mettre dans le texte, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui tapent en non accentué, qui tapent les requêtes en non accentué, donc hop, on met une petite version non accentuée.
Il y a, qu'est-ce que je vais dire, la légende, donc le texte qui est après l'image, qui est juste après l'image, qui est considéré comme la légende par Google. Et il y a le thème de la page, globalement. Donc là, si je prends par exemple, je sais pas, ouais, je reprends Roger Federer, si la page parle globalement de tennis, la même image aura plus de poids pour Google que si c'est une page qui parle de voici les 10 célébrités de l'année, et puis là-dedans, il y a Roger Federer, mais ça ne parle pas spécifiquement de tennis. Donc le thème global de la page est pris en compte. Donc oui, l'attribut alt est intéressant pour le Google Images. C'est aussi intéressant pour Google Web, pour l'optimisation d'une page, puisque c'est du texte, quelque part, qui est pris à la place de l'image. Google développe des algorithmes de reconnaissance d'images qui sont assez bluffants aujourd'hui. Donc de plus en plus, il sait reconnaître ce qu'il y a dans une image. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un bateau? Est-ce que c'est un monument? Il y a pas mal d'outils où on peut prendre une photo, par exemple, d'un monument. On l'envoie à Google, il va vous expliquer ce que c'est que ce monument et avec sa page Wikipédia. Donc c'est quand même, il a reconnu sur l'image. Donc c'est assez bluffant quand même. Et même là, j'ai vu des exemples où il disait, bah, ok, ça c'est 4 personnes devant un réfrigérateur en train de manger une pizza, quoi. Ah ouais, quand même. Effectivement, c'était ce qu'il y avait dans l'image. Et l'image, elle s'appelait tototititata.jpg. C'était vraiment. Donc, et est-ce qu'il y a des recherches sur l'image? Oui, beaucoup. C'est le moteur de recherche le plus utilisé, le moteur de recherche thématique de Google, le plus utilisé après le moteur de recherche web. Alors, ça reste loin, hein, bien sûr, c'est le moteur de recherche web est de loin le plus utilisé, mais le deuxième moteur Google le plus utilisé, c'est l'image. Et surtout pour les jeunes et les ados. Les ados recherchent beaucoup par image. Donc, si on a une cible plutôt jeune, c'est quelque chose qu'il faut regarder, effectivement. Voilà, voilà. Merci. Oui, vous n'avez pas parlé, est-ce que c'est volontaire ou pas? Il n'y a peut-être pas le temps, c'est peut-être moins important, c'est ça qui m'intéresse. Tout ce qui est contenu structuré, donc schema.org, et tout ce qui est le knowledge graph, Wikidata, ces choses-là. Pas le temps, effectivement. Alors, bon, ça demanderait des développements assez importants. Bon, les balises de données structurées, j'en ai parlé avec les étoiles, les avis, parce que finalement, ça en fait partie. En fait, il y a un standard qui a été développé par, j'allais dire tous les moteurs de recherche, c'est-à-dire Google et Bing, quoi, en gros, qui s'appelle schema.org ou schema.org, comme un schéma.org. Ce sont des balises sémantiques. En fait, c'est un petit peu comme le fait de mettre des étiquettes sur les mots. Par exemple, si vous dites je m'appelle Olivier Andrieux et je travaille chez Abondance, vous mettez ce texte-là dans une page, Google, lui, c'est du texte. Alors qu'en utilisant les données structurées, vous allez pouvoir dire Olivier Andrieux, c'est le nom de la personne, je mets une étiquette, nom, et Abondance, c'est la société dans laquelle il travaille. Donc, par exemple, pour un produit, vous allez pouvoir dire ça, c'est le nom du produit, ça, c'est la marque, ça, c'est la critique, ça, c'est le nombre d'étoiles, le nombre d'avis, etc. Donc, si vous allez sur le site schema.org, il y a plein de balises qui existent. Alors, parfois, ça donne un enrichissement des pages de résultats, comme on l'a vu avec les étoiles. Les événements aussi, avec les événements, on peut avoir des liens directement vers tel concert, par exemple, telle date, tel lieu, avec un lien directement sur la page qui présente le concert dans tel lieu. Les produits, on peut avoir le prix du produit, on peut avoir le fait qu'on peut indiquer si c'est en stock, etc. Bon, on peut faire plein de choses. Et c'est effectivement des balises qu'il faut prendre en compte parce qu'elles permettent tout simplement, et c'est assez logique, elles permettent à Google de mieux comprendre le contenu de la page. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est assez technique derrière, mais il faut aller sur schema.org, regarder quels sont les types de balises qui existent. Il y en a dans la santé, il y en a dans la localisation géographique, il y en a tout un tas qui sont très intéressantes, les entreprises, les adresses, etc. Et ensuite, il faut les intégrer dans son site. Et une fois qu'on les a intégrés dans le site, donc ça c'est la partie technique, développement, Google, lorsqu'il va lire le contenu, il va mieux comprendre ce qu'il y a dans la page. Alors, il y avait une question aussi sur le knowledge graph, alors je vais faire une petite manip là.
j'ai tapé. En fait, ça me permet de parler d'un point qui me tient à cœur. C'est la stratégie de Google, en fait. La stratégie de Google, sur le web, il y a eu des moteurs de recherche, historiquement. On tapait des mots-clés. Et puis, le but d'un moteur de recherche, c'est de vous donner des liens, ce qu'on appelle les liens bleus, pour dire, voilà des sites qui vont répondre à ta question. Moteur de recherche. Google n'a jamais eu l'ambition d'être un moteur de recherche. Google veut être un moteur de réponse. Et l'idée de Google, c'est d'emmagasiner la connaissance mondiale, de la digérer et de vous donner lui-même la réponse, pour vous garder dans son écosystème, pour que vous cliquiez sur ses pubs. Et ici, on a un bon exemple. J'ai tapé Sierre, et on a ici à droite ce qu'on appelle le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, donc le graphe de connaissances, avec des nouvelles versions qui vont arriver dans les mois qui viennent. L'idée, c'est de proposer des images, des plans et une information, une petite partie encyclopédique qui est extraite de Wikipédia et d'autres informations, alors la météo, l'heure locale, il pourrait y avoir tout un tas d'autres informations qui sont extraites d'une base de données. On peut appeler ça une base de données sur les noms propres. Ça s'appelle entité nommée exactement. Les noms propres, les noms de personnes, les noms de villes, les noms d'entreprises, etc. Et on n'a pas vraiment accès à cette base, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et puis on a du Google Images en dessous. Mais l'idée, là, je vais vous montrer un exemple typique de moteur de réponse aussi. Alors ça, c'est typiquement le moteur de réponse par Google. Alors, à part qu'il m'a mal géolocalisé. Mais c'est peut-être mon navigateur qui est mal configuré aussi. Donc, Bar, c'est une ville qui est à côté de chez moi. À moins qu'il y ait une ville qui s'appelle Bar ici aussi. Mais c'est une ville qui est à côté de chez moi, en Alsace. Il me géolocalise. En général, ça marche. Et il me dit, OK, tu m'as demandé la météo. Tu es situé à tel endroit. Je te donne la météo. Je ne te donne pas le site de météo truc ou météo machin. Non, je te donne directement l'information. Et évidemment, c'est juste dans l'espace où tout est visible sans scroller. Ouais. Donc si on veut météo France ou météo machin, il faut scroller, il faut descendre. Mais bon, c'est bon, on a l'info, on ne va pas y aller. Donc ça, c'est typiquement la stratégie Google. C'est au fur et à mesure, et il le fait très intelligemment en fait. Petit à petit, chaque semaine, il instille des petits trucs comme ça pour vous donner lui-même sa réponse. Ce qui est très dangereux en soi. C'est la réponse Google, mais est-ce que c'est la bonne réponse? Google a même dit qu'il avait un système de détection de vérité. Enfin, au secours, quoi. Qu'est-ce que la vérité? C'est la vérité selon Google, quoi. C'est grave. Mais donc c'est important pour notre métier aussi, parce que si on a un site de météo, comment peut-on lutter contre ça? Si vous êtes un hôtel, par exemple, ou un restaurant, le jour où, et si Google a un système où il faut payer pour être dans un espèce de comparateur type TripAdvisor ou Booking, ou etc., hotel.com, et si c'est un outil Google, quand on va taper Hôtel Sierre, c'est l'outil Google qui va sortir. Soit vous êtes dedans, vous apparaissez, soit vous n'êtes pas dedans, vous êtes en dessous. C'est-à-dire quasiment pas visible, puisque vous serez en dessous de la ligne de flottaison. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dépendant du trafic Google. Il faut s'en servir, mais bon, il faut voir. Donc tout ce qui est Knowledge Graph, donc la partie Knowledge Graph à droite, c'est une partie un peu encyclopédique. À part travailler sur la petite partie Wikipédia qui est proposée, sur les images aussi, puisque c'est les résultats de Google Images parfois qui apparaissent aussi, mais on n'a pas beaucoup la main là-dessus, malheureusement. Et Google fait en sorte qu'on n'ait pas beaucoup la main. Il blinde le truc, en fait. Bon, on va voir comment tout ça évolue, hein, mais pour moi, c'est la grande évolution à laquelle il va falloir s'adapter. C'est comment est-ce que comment empêcher que Google nous donne sa vérité à lui, et comment garder une pluralité de réponses à l'avenir, et donc de référencement naturel. On verra. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais il y a tellement de choses à dire à ce sujet.